Bon, je sais que vous adorez les histoires étranges, et du coup pour me faire pardonner de mes 3 semaines d'absence, j'ai décidé de vous gâter aujourd'hui. Je vous ai préparé une vidéo sur des endroits les plus mystérieux du monde. J'en ai sélectionné 10 pour vous, peut-être qu'il y en a certains que vous connaissez déjà, mais je suis sûre que vous allez au moins découvrir quelques-uns, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, et comme ça vous pourrez me dire en commentaire combien vous en connaissiez sur 10. Et je ne vous fais pas patienter plus longtemps, on commence dès maintenant notre tour des endroits mystérieux. Pour commencer, je vous emmène en Écosse. J'imagine que ça ne vous étonne pas vraiment parce qu'il y a quand même plusieurs trucs étranges qui se passent dans ce pays. Alors je ne sais pas si c'est à cause du whisky et de la bière ou s'il y a des énergies un peu particulières sur ces terres, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que là-bas en termes de mystère, ils sont servis. Aujourd'hui je vais pas vous parler de fées, de fantômes ou de monstres marins, mais je vais vous parler d'un pont. Le pont d'Overtoun, situé à Milton en Écosse, à côté du domaine d'Overtoun House, est surnommé le Dog Suicide Bridge. Et il y a un phénomène étrange qui se passe sur ce pont, donc pour ceux qui parlent mieux anglais que moi, vous l'aurez déjà compris, mais pour les autres, en gros, tous les chiens qui passent à cet endroit-là se mettent à courir et ils sautent par-dessus le pont pour y trouver la mort dans la plupart des cas. Depuis les années 1960, ce phénomène s'est produit des centaines et des centaines de fois, à tel point qu'il y a même des chiens qui ont sauté une première fois, qui ont survécu et qui sont remontés pour sauter à nouveau. En tout, il y a quand même plus d'une 50aine de chiens qui y ont perdu la vie et les propriétaires de ces chiens racontent tous la même histoire. Ils se promenaient tranquillement sur le pont et leur chien est passé par-dessus le bord. Certaines personnes racontent que leur chien s'est mis à courir, d'autres que le chien a mis tranquillement ses pattes au-dessus du pont, et d'autres encore que leur chien est resté un moment à regarder la chute d'eau en bas du pont, mais qu'ils ont tous fini par sauter. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'ils ont tous sauté du même côté du pont, à peu près au même endroit, donc c'est-à-dire entre les deux remparts qui se trouvent du côté droit du pont, et que le jour où ils ont sauté, il faisait à peu près toujours beau temps. Forcément, beaucoup de personnes ont commencé à s'intéresser à cet endroit pour essayer de comprendre ce qui s'y passait, et il y a plusieurs théories qui sont nées. Pour la première, on évoque une théorie celtique locale qui raconte que cet endroit serait en fait un passage vers l'autre monde. Les chiens arriveraient à le sentir et seraient comme appelés par cet autre monde, et c'est pour ça qu'ils sauteraient pour essayer de le rejoindre. La deuxième théorie est liée au manoir qui se trouve juste à côté. Plusieurs personnes racontent qu'il est hanté et qu'il aurait une influence sur les chiens qui passent à côté, et pas seulement. En 1994, il y a même un homme qui a jeté son bébé du haut de ce pont du même endroit, qui a tenté d'ailleurs de se jeter lui-même, mais sa femme l'a retenu, et il a expliqué que son bébé était la réincarnation du Christ ou je ne sais quoi, et que du coup, il devait le tuer à cet endroit. Et la troisième théorie, c'est la plus rationnelle. Les chiens seraient tout simplement attirés par une odeur de vison qui ont été introduits dans la région à partir des années 1920. Leur odeur est particulièrement forte et surtout par temps sec, donc ce qui pourrait attirer les chiens, mais en vrai ça ne suffit pas vraiment à expliquer pourquoi ils sont prêts à sauter de 15 mètres de haut quand même, et précisément au même endroit. Et c'est sur ce mystère qu'on passe au second lieu. Pour continuer notre périple, je vous emmène cette fois en Louisiane, aux États-Unis. On n'est pas bien là? Dans un petit coin de nature, bien calme et ressourçant. Eh bien non, on n'est pas bien parce qu'on est dans le marais de Manchac et ici, il se passe plein de trucs étranges. Il y a des lumières inexplicables, des bruits étranges entendus la nuit que même les scientifiques n'arrivent pas à expliquer et tout un tas d'histoires et de témoignages qui font froid dans le dos. L'une des histoires les plus célèbres du marais est celle de Julia Brown. C'est une prêtresse vaudou qui aurait vécu dans la région au début du XXe siècle. Avant de mourir, elle aurait prophétisé que sa mort serait accompagnée d'une grande catastrophe. Et devinez ce qui s'est passé après son décès? Une catastrophe. Un énorme ouragan a frappé la région, causant de nombreux décès et des destructions majeures. Depuis, les habitants croient que l'esprit de Julia hante toujours le marais. De nombreux pêcheurs et randonneurs ont rapporté avoir entendu des chants mystérieux et vu des lumières dansantes au-dessus des eaux sombres du marais. Certains disent même avoir ressenti une présence menaçante, un peu comme s'ils étaient observés. Bon, évidemment, comme d'habitude, il y a plusieurs théories. La première théorie, elle est liée au gaz du marais. La présence de gaz naturel pourrait provoquer des hallucinations visuelles et auditives. Et surtout, le méthane et d'autres gaz peuvent créer des espèces de feux follets, des lumières mystérieuses que l'on voit souvent dans les marais. La deuxième théorie rationnelle qui vient un peu contrer ce côté esprit vengeur de Julia, c'est celle des animaux nocturnes. Les bruits pourraient être attribués aux animaux du marais puisqu'il y a quand même pas mal de faune, on peut retrouver des alligators, des grenouilles ou aussi des oiseaux qui peuvent émettre un son inhabituel et qui peut être parfois effrayant dans le silence de la nuit. Et évidemment, la dernière chose qui joue, c'est l'influence psychologique. L'atmosphère isolée et toutes les histoires qu'on raconte sur l'esprit vengeur de Julia qui hante ce marais peuvent forcément avoir un effet psychologique sur les personnes qui s'y aventurent. Et forcément tout ça, ça amplifie la peur et les hallucinations. Mais bon, quoi qu'il se passe là-bas, je vous propose quand même qu'on change de lieu et qu'on passe au troisième.
qui est cool avec ce format, c'est que même si je vous emmène dans des endroits que vous n'aurez probablement pas envie de visiter plus tard, je vous permets quand même de faire un petit tour du monde, puisque cette fois, on se retrouve en Namibie. Et c'est en plein désert que ça se passe. On ne sait pas bien pourquoi, mais à certains endroits, des cercles entourés d'une espèce de couronne d'herbes denses se sont formés. Ils ont tous un diamètre compris entre 2 et 10 mètres, et on les retrouve généralement à peu près dans le même secteur. Évidemment, de nombreux scientifiques se sont penchés sur le cas, et ils sont partagés entre deux théories rationnelles. Certains pensent que ces cercles sont causés par des termites qui mangent le bout des racines des plantes, et d'autres pensent que c'est plutôt à cause du sol qui a une granulométrie et une aridité particulière, mais aucun d'eux n'arrive réellement à prouver leurs propos. Et bien sûr, maintenant vous me voyez venir, il y a également quelques théories surnaturelles. Pour les populations locales Imba et Herero, ces cercles ne sont pas du tout des curiosités naturelles. Certains croient que chaque cercle est une empreinte laissée par leurs ancêtres, et d'autres pensent qu'il s'agit de sites protégés par des esprits bienveillants ou par leur dieu Mukuru lui-même. Bon, pour le coup, celui-ci, j'avoue que même si ça reste un lieu mystérieux, ça me donne encore plus envie d'y aller qu'autre chose. C'est un de mes rêves absolus d'aller en Namibie et je trouve que ça rend l'endroit encore plus beau. Donc pour le coup, je me souhaite de pouvoir y aller un jour, mais en attendant, je passe au 4e endroit. Allez hop, on se rapproche un peu de chez nous et on va en Italie et plus précisément en Sicile. Au début des années 2000, le petit village côtier de Coneto di Caronia a été le théâtre d'événements étranges, celui des brûlures spontanées. Oui, je sais, c'est intriguant, mais attendez, je vous explique. L'histoire a commencé en janvier 2004 quand plusieurs habitants ont signalé des incidents étranges. En gros, du jour au lendemain, plusieurs appareils ont pris feu sans aucune raison, des câbles électriques ont brûlé et il y a même eu des explosions dans certaines habitations du village. Forcément, les pompiers et les experts ont été appelés à plusieurs reprises, donc déjà pour éteindre les incendies, mais aussi pour essayer de comprendre leur cause et faire en sorte que ça s'arrête, mais rien n'a été trouvé. Et le phénomène est devenu encore plus étrange quand des voitures ont commencé à prendre feu spontanément dans la rue. Tout ça a donc commencé à prendre des proportions énormes et l'évacuation totale du village a même été envisagée. Les autorités locales se sont vite retrouvées dépassées et donc des chercheurs et des scientifiques sont arrivés en masse pour essayer de les aider. Des tests approfondis ont été réalisés sur les appareils, sur les installations électriques de la région et sur l'environnement local, mais rien n'a été trouvé. Certaines théories ont avancé l'hypothèse d'une perturbation géologique ou électromagnétique, ou même d'un phénomène météorologique rare, mais évidemment, plusieurs personnes pensent qu'il s'agit plutôt de phénomènes paranormaux. Pour certains habitants, les brûlures spontanées sont la manifestation de forces spirituelles ou de présences invisibles qui sont là pour perturber l'équilibre du village. En tout cas, même si ça semble s'être calmé depuis, je vous déconseille d'emménager là-bas si jamais c'était dans vos projets. Et d'ailleurs, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous aurez la liste complète des lieux dans lesquels il ne faut surtout pas habiter. Et on enchaîne tout de suite avec Yora, en Honduras. Dans cette petite ville, lorsqu'il y a des fortes pluies, il pleut littéralement des poissons. Oui, vous avez bien entendu, il pleut des poissons. Selon les habitants, ce phénomène se produit depuis le 19e siècle, et depuis la ville a même créé la fête de la pluie des poissons pour célébrer l'événement chaque année. L'entreprise de pêche locale aide même les habitants à récolter les poissons qui sont tombés du ciel. Elle leur propose des outils pour récolter, nettoyer et transporter les poissons vers des centres spécialisés. Et suite à ça, ils sont commercialisés avec l'appellation « poissons tombés du ciel ». Durant cet événement, les habitants ont le droit de commercialiser les poissons qu'ils ont ramassés. Pour vous donner une idée, durant cet événement, une famille peut récolter jusqu'à 10 kilos de poissons, tellement il y en a par terre. Et chaque kilo de poisson rapporte à peu près 6 $, ce qui n'est pas du tout négligeable pour le pays. Bon, il y a quand même une petite explication rationnelle derrière ça. Selon certains, les poissons ne tomberaient pas du ciel, mais ils seraient plutôt forcés à quitter les souterrains lorsqu'il y a de fortes pluies. Et d'ailleurs, lorsque ça arrive, on retrouve plutôt les poissons sur le sol et jamais sur le toit, ce qui va plutôt dans le sens de cette explication. Mais les locaux, c'est pas du tout cette explication-là qu'ils ont. Selon eux, la pluie de poissons viendrait plutôt du prêtre Manuel de Jesus Subirana, je ne sais pas le dire, un prêtre espagnol qui a prié en 1800 pour que les habitants de ce village ne manquent jamais de nourriture, alors qu'on était dans une période de grande famine. Sa prière aurait duré 3 jours, suite à laquelle une pluie de poissons, la première donc, aurait eu lieu. Cela relèverait donc du miracle pour les habitants de ce village. Quoi qu'il en soit, si vous allez là-bas pendant cette période, n'oubliez pas d'y aller avec un parapluie, on ne sait jamais ce qui pourrait vous tomber sur la tête. Et on enchaîne maintenant avec le Japon. Vous voyez, je vous mentais pas quand je vous avais dit qu'on allait faire un petit tour du monde. Cette fois, on se retrouve dans le village de Nagoro, qui est connu pour ses centaines de poupées grandeur nature.
Ce village, il est situé dans les montagnes reculées de l'île de Shikoku, et au fur et à mesure des années, il y a eu un déclin démographique. Tous les jeunes sont partis pour s'installer dans des villages aux alentours un petit peu plus peuplés, et donc les personnes qui sont restées sur place ont vieilli, et malheureusement la plupart sont décédées, et donc il ne restait plus qu'une habitante dans ce village. Et comme elle se sentait un peu seule, elle a commencé à créer des poupées à l'effigie des anciens habitants. Et elle ne s'est pas arrêtée là, une fois qu'elle les a créées, elle les a disposées dans tout le village, à l'endroit où ils avaient l'habitude de travailler, d'habiter ou de manger, par exemple. Du coup, les visiteurs du village sont accueillis par des scènes assez étranges, il y a des poupées géantes partout dans le village qui semblent un peu regarder les gens qui déambulent dans la rue. Bon, c'est vrai que là, on sait d'où ça vient, donc c'est un petit peu moins étrange que les autres lieux que je vous ai présentés, mais l'ambiance est quand même assez glauque, et moi, personnellement, ça m'a un peu rappelé un film que j'ai vu quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous avez vu La Maison de Cire, mais moi, franchement, en allant dans ce village, j'aurais trop peur qu'une des poupées prenne vie. Bref, je crois que c'est le moment de changer de lieu. Allez, maintenant on retourne un peu aux États-Unis et je vous emmène dans la région de Taos, au Nouveau-Mexique. Là-bas, il y a un phénomène assez intriguant qui se produit, le Taos Hum. Plusieurs témoignages rapportent un espèce de bourdonnement ou de grondement constant, sans source apparente. Ce bruit est généralement perçu la nuit, mais il y a des personnes un petit peu plus sensibles qui arrivent à l'entendre même en journée. Ce bruit, il a commencé à attirer l'attention dans les années 1990 quand plusieurs personnes ont rapporté entendre des sons inexplicables. Des enquêtes ont été menées pour essayer de déterminer l'origine du bruit, mais aucune conclusion n'a été tirée. Et vous commencez à avoir l'habitude, forcément, les gens ne sont pas d'accord sur les théories. Pour les personnes qui se rangent plutôt du côté rationnel, elles évoquent des problèmes d'ondes sonores de basse fréquence générés par des phénomènes géologiques ou météorologiques, des équipements industriels ou encore des activités militaires. Sauf qu'aucune étude ne permet de valider l'une de ces hypothèses. Du coup, forcément, comme à chaque fois qu'il n'y a pas d'explication trouvée, plusieurs personnes se rangent du côté surnaturel. Beaucoup de personnes pensent que ce son peut être lié à des vaisseaux extraterrestres ou des technologies avancées d'origine extraterrestre, bref, que c'est un coup des extraterrestres. Et d'autres personnes évoquent plutôt le fait que ça pourrait être causé par des phénomènes paranormaux ou des esprits. En tout cas, peu importe la cause, si vous êtes un peu sensible des oreilles, je vous conseille de pas y aller. Et on arrive presque à la fin de ce top 10. J'en profite pour vous dire que si vous êtes encore là, c'est probablement parce que la vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dès maintenant pour ne pas oublier, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Parenthèse fermée, donc maintenant on peut filer au Canada pour le 8e lieu. Ici, certains lieux isolés sont réputés pour un phénomène étrange qu'on appelle les zones d'ombre. Elle intrigue les chercheurs et les résidents depuis de nombreuses années puisqu'il s'y passe des choses étranges et inexplicables. Depuis les années 1950, plusieurs cas ont été signalés dans des régions isolées du Canada, principalement du côté du nord, du côté des vastes étendues sauvages des territoires du nord-ouest et certaines parties du Québec. Et les témoignages comportent souvent les mêmes points clés. Des personnes disparaissent mystérieusement sans laisser trace, même lorsqu'elles sont bien équipées et qu'elles connaissent bien la région. Des appareils électroniques peuvent cesser de fonctionner brusquement ou émettre des dysfonctionnements, donc comme des boussoles qui indiquent faussement le nord ou des GPS qui montrent des signaux imprécis. Des lumières étranges sont observées sans explication rationnelle, et des silhouettes sombres de forme humaine semblent se déplacer et observer les témoins. Évidemment, les chercheurs se sont penchés sur le sujet. Certains évoquent des influences géomagnétiques qui pourraient perturber les appareils électroniques, mais aussi avoir des effets physiologiques sur les êtres vivants, mais aucun élément ne peut réellement confirmer tout ça. Du coup, certains pensent qu'il s'agit plutôt de vortex ou de portails dimensionnels et que ces zones seraient des points où les dimensions se chevauchent. Et d'autres pensent que ces zones pourraient être hantées ou abriter des entités surnaturelles qui interfèrent avec notre réalité. Moi qui avais bien envie d'aller au Canada, je ne suis pas sûre d'y aller si rapidement que ça finalement. Surtout que le lieu qui suit se trouve également là-bas. Cette fois, on part pour le lac Anjikuni, situé le long de la rivière Kazan, dans la région du Kivallia, au nord du Canada. L'histoire du lac commence en 1930. À ce moment-là, le trappeur et vendeur de fourrure Joe Labelle s'arrête dans un village inouï qui se trouve juste à côté du lac, en espérant pouvoir y passer la nuit. Il connaît bien le village, il s'y est arrêté plusieurs fois, et à chaque fois il est plutôt content puisque les habitants lui réservent un accueil chaleureux. Sauf que ce jour-là, en arrivant, il est assez surpris de tomber sur un village complètement vide. Les habitants qui vivaient là semblent avoir tout simplement disparu, alors que toutes leurs affaires sont encore là. Les tentes et les abris sont encore là et en bon état, il y a encore des outils, des armes et même des provisions, mais les hommes, les femmes et les enfants du village ne sont plus là. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les tombes de leurs ancêtres, visibles depuis le village, sont elles aussi complètement vides. Terrorisé, le trappeur rebrousse chemin et signale cette disparition à la police qui viendra elle-même la constater quelques heures plus tard.
Et depuis ce jour, le lac est devenu célèbre pour son mystère non résolu. Forcément, beaucoup de personnes ont pensé que le village avait simplement décidé de changer d'endroit, mais évidemment, beaucoup de personnes sont plutôt sceptiques. Car imaginons qu'ils avaient décidé de bouger, ça n'explique pas pourquoi ils l'auraient fait sans leurs ressources, et surtout, ça n'explique pas non plus pourquoi on ne les a jamais retrouvés. Donc forcément, les causes surnaturelles n'ont pas tardé à faire surface. L'hypothèse la plus citée est celle d'un enlèvement par les extraterrestres. Cette idée repose surtout sur le témoignage de personnes qui ont dit avoir vu des lumières étranges dans le ciel ce soir-là, mais en vrai, en creusant un peu, on se rend compte que ces témoignages, ils arrivent bien plus tard après la disparition, et que c'est probablement un canular. L'autre hypothèse par contre, qui est évoquée par Joe Labelle, donc le trappeur qui a constaté cette disparition, c'est qu'il s'agit d'un enlèvement par le mauvais esprit Thornrak, qui est un puissant esprit mythologique inuit. Qui sait? Eh ben pas nous, puisqu'on s'arrête ici pour ce lieu, et que c'est déjà le moment de passer au dernier. Comme pour boucler la boucle, on retourne dans le pays par lequel on a commencé, l'Écosse. Cette fois, je vous emmène dans un lieu où ça me paraît un petit peu plus logique qu'il se passe des trucs étranges, puisqu'il s'agit d'un cimetière. Je vous préviens d'avance, même si vous commencez à avoir l'habitude, je vais faire aucun effort sur l'anglais, il s'agit du cimetière de Greyfriars, qui se trouve à Édimbourg, en Écosse. Ce cimetière, il est connu pour plusieurs raisons, donc la première, c'est qu'il s'y passe des choses assez étranges, et la deuxième, c'est qu'il aurait inspiré pas mal de noms pour la saga Harry Potter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a pas longtemps, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais revenons à notre histoire. Il faut remonter au XVIIe siècle, lorsque George Mackenzie, surnommé Bloody Mackenzie, était le gardien des Covenanters emprisonnés. Les Covenanters, c'était des prisonniers religieux persécutés pour leurs croyances, qui ont trouvé la mort dans des conditions assez terribles, et d'ailleurs la plupart du temps, c'était infligé par Bloody Mackenzie. Après sa mort en 1891, Mackenzie a été enterré dans ce fameux cimetière dont je vous parlais. Depuis, de nombreux visiteurs ont rapporté des expériences assez troublantes et parfois même douloureuses. Des témoignages racontent des attaques inexplicables qui leur ont causé des ecchymoses, des égratignures et des sensations de pression intense dans tout le corps. Et ces incidents sont souvent attribués à l'esprit de George Mackenzie qui semble continuer à hanter son lieu de repos. Et des témoignages dans ce sens, il y en a un bon paquet. En 2006, le journal The Scotsman a publié qu'il y avait plus de 450 attaques documentées et plus de 150 personnes qui étaient tombées inconscientes dans le cimetière. Et quand je vous parle d'attaques, je vous parle de griffures, d'étranglements, de doigts cassés même, et tout ça avec des photos à l'appui. Je vais pas pouvoir tout vous mettre ici parce que la vidéo est déjà assez longue je pense, mais si ça vous intéresse, allez voir, il y a plein de vidéos et plein d'articles sur le sujet. Moi de mon côté, je suis déjà allée dans le cimetière il y a quelques mois de ça, mais je ne connaissais pas encore cette histoire. Je me suis concentrée sur les tombes qui étaient liées à Harry Potter, donc je n'ai pas été voir le tombeau de Mackenzie, mais en tout cas il m'est rien arrivé de bizarre. À un moment, il y a quand même un mec chelou qui est venu me voir, il m'a parlé un peu bizarrement, j'ai pas tout compris, il m'a pris la main et il m'a serré la main fort et il voulait pas me la lâcher. J'ai réussi à partir et je me suis dit que j'étais simplement tombée sur un fou, mais en revoyant toutes les histoires, je me dis que peut-être il était pas si vivant que ça. Je ne saurais jamais. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si cette vidéo va vous donner envie d'éviter les lieux ou au contraire d'aller les voir. En tout cas, j'espère qu'elle vous a au moins donné envie de vous abonner. D'ailleurs, je vous préviens d'avance pour ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui auraient envie de s'abonner. Dans les prochaines vidéos, je vais commencer à essayer de tester des petits concepts pour toujours rester sur ce côté enquête, recherche, mais aller sur des choses un petit peu différentes. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop si je vais réussir à faire ce que j'ai en tête, mais on verra bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, et moi de mon côté, je m'en vais préparer la prochaine vidéo. Ciao ciao!